Donc, bienvenue à Connexion Pleine Conscience 2016. Eh bien, bonjour, merci. Bonjour Christian. C'est une conférence en ligne qui permet de découvrir comment la pratique de la méditation peut influencer le regard qu'on porte sur soi et sur le monde. Oui. Et on a la chance d'avoir avec nous 30 intervenants qui partagent leur expérience dans le domaine de la santé, de l'éducation, du monde du travail, de la citoyenneté. Et sans plus attendre, peut-être en quelques mots, te présenter. Tu es docteur en philosophie et en sciences des religions. Mhm. Tu... Je vais me présenter effectivement. Christian Miquel, j'ai fait un doctorat de sciences des religions, philosophie. Ce qui m'intéressait, c'était toute la comparaison entre la philosophie occidentale et orientale sur la notion de sujet. Après, j'ai eu une vie sociale, professionnelle, comme tout le monde, en dirigeant un institut d'études qualitatives. J'ai rencontré il y a longtemps Maître Deshimaru, c'est la personne qui a amené le zen en Europe. Et donc ça, c'était dans les années 70, qui explique que depuis 20 ans, je pratique de la méditation zen, que je continue à pratiquer. Et il y a 5-6 ans, j'avais découvert la méditation de pleine conscience par un ami, et ça m'a beaucoup parlé pour le côté purement laïque. C'est-à-dire que si je pratique le zen, c'est parce que c'est le moins confessionnel des mouvements. On se met face à un mur et puis on regarde ce qui arrive, ce qui me convenait très bien comme voie un peu abrupte. Et le fait de retrouver un côté méditation laïque, ça m'a beaucoup parlé. Du coup, j'ai fait toute la formation. J'ai décidé de changer petit à petit mon centre d'intérêt professionnel en laissant petit à petit de côté la société, puisque je savais que j'allais arriver à la retraite. Maintenant, j'ai la chance d'être à la retraite et de plus faire que cette activité de formation un peu à la pleine conscience dans des entreprises, à des particuliers, là où j'estime avoir un peu plus d'utilité sociale et humaine que dans mon ancienne activité de marketing. Voilà. Oui, merci. Et chemin faisant, on peut dire aussi que tu as rédigé quelques beaux ouvrages. Tu veux nous dire quelques mots là-dessus maintenant ou plus tard? Oui, je peux dire maintenant, effectivement. Donc j'ai toujours écrit dans ma vie des petits essais un peu philosophiques etc. Et donc depuis mon parcours sur la pleine conscience, effectivement, j'ai d'abord fait un ouvrage qui s'appelle Apologie de la docte-ignorance. C'est un ouvrage, un titre que j'ai repris à Montaigne, qui lui-même l'avait repris à Nicolas de Cus, qui est un mystique du Moyen Âge. La docte-ignorance, c'est justement arriver à un état proche d'une pleine conscience où on cherche pas à savoir par la raison, etc. Et des sceptiques grecs à la pleine conscience, le sous-titre de ce livre, puisque c'est pour retracer un petit peu, retrouver l'affiliation qu'on peut trouver des sceptiques grecs, qui sont les premiers à dire qu'il faut arrêter le jugement, voir les choses telles qu'elles sont, jusqu'à Montaigne, et puis jusqu'à aujourd'hui, Kabat-Zinn par exemple. Voilà, ça c'est le premier ouvrage. Le deuxième, rapidement, c'est pratiquer la pleine conscience. C'est plus pour initier à la pleine conscience des gens qui en ont jamais fait ou en accompagnement d'une démarche de découverte. Et puis le deuxième qui va paraître dans moins d'un mois, c'est haïku et méditation, qui est une approche par les haïkus de la méditation, de ce qui se passe à l'intérieur quand vous médite. Voilà. Magnifique. Donc, on comprend que le regard que tu portes sur toutes ces activités est imprégné par ta pratique et ton expérience propre. Oui, tout à fait. C'est ce que je pense qu'il faut pour pouvoir l'enseigner, c'est vraiment se ressourcer et puis parler à partir de sa propre pratique, de sa propre compréhension, tout à fait. Oui, on comprend aussi, au travers de ce que tu dis, que quand tu parles de philosophie, il s'agit pas d'aller s'enfermer, se réfugier dans sa tour d'ivoire, mais au contraire d'aller à la rencontre de réalités qui parfois sont quelque peu dérangeantes. Ah tout à fait. Hein, la philosophie à la base, c'est pas un truc d'universitaire. Hein, c'est universitaire que depuis la Renaissance. Mais comme Hadot l'avait bien montré, la philosophie antique, c'était un travail sur soi. Montaigne dit que la philosophie, c'est d'apprendre à préparer à se mourir, à mourir. Socrate que ça apprend à se connaître. La philosophie, ça m'a toujours accompagné depuis même avant le bac.
c'est simplement se demander pourquoi on est là à vivre et puis qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on peut faire de cette vie. Certes. Christian, si je te demandais de définir en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour toi la méditation sur la base de ton expérience, de ta pratique? Non pas une définition basée sur des textes traditionnels, mais sur un engagement, sur une vision contemporaine. Comment définirais-tu la méditation? La méditation, c'est un acte de recentrage de l'attention à l'intérieur de soi tout d'abord, pour mieux prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur, de ce qui arrive par nos cinq sens à l'extérieur et de s'ouvrir aux autres et au monde par la même. Cela fait appel donc à des exercices d'attention, de recentrage. Ça a existé de tout temps, justement, indépendamment de toutes les traditions. Cet exercice de présence, bien entendu, a été beaucoup fait en Orient. Il se retrouve chez les Latins, chez les Grecs, et puis actuellement, il ressurgit sous la forme de méditation dite laïque de pleine conscience, où on invite à se recentrer sur l'instant présent, ne pas partir ailleurs, ne pas ressasser le passé, essayer juste de se recentrer sur chaque instant tel qu'il est vécu dans le moment présent, avec le deuxième aspect qui est de débrancher le pilotage automatique, c'est-à-dire ne pas vivre en automatisme, essayer de reprendre le contrôle manuel, contrôle j'aime pas ce mot, mais de reprendre un vécu présent à ce qui se passe plutôt que d'être vécu par les événements, etc. Voilà comment je pourrais le traduire très schématiquement. Donc la méditation, dans son sens strict, ça veut dire je m'assois un instant, je vais méditer, que ce soit en zen, en pleine conscience ou autre, fermer à demi les yeux et juste me rendre présent à ce qui arrive à chaque instant. Et dans un sens plus large, ça peut se faire dans tout acte de la vie quotidienne, ça peut se faire dans du tai chi, mais ça c'est un sens large, étendu de la méditation, où on va chercher à retrouver le même acte de présence dans des événements, dans la vie quotidienne. D'accord. Merci. Tout à l'heure, tu as évoqué quelques mystiques avec lesquels tu as travaillé. Ça peut sembler un peu paradoxal de réconcilier une définition somme toute très opérationnelle, telle que tu viens de la poser, avec une approche mystique. Comment vois-tu ce grand écart? Alors, je ne sais pas si c'est un grand écart ou le lent glissement progressif du plaisir, comme disait l'autre. Ça a plus à voir avec un cheminement et un lent dévoilement. C'est-à-dire que le fait de simplement se rendre présent à ce qui se passe et tout, on va avoir un certain recentrage en soi. Ce recentrage, il fait accéder à ce que j'appelle une expérience de présence. L'expérience de présence, c'est juste être présent pleinement de l'intérieur à ce qu'on est en train de vivre, des émotions, des sensations, des pensées, sans se faire emporter à leur suite. Quand on atteint et quand on développe et qu'on cultive cet état de présence, moi je refuse d'y mettre un quelconque mot religieux. Il y a des gens qui vont dire que c'est le Saint-Esprit, d'autres que c'est de l'esprit, enfin je sais pas, vraiment tout ce qu'on peut mettre et tout. Moi ce qui m'intéresse dans mon activité, c'est de rester à un niveau transversal, de simplement constater que cet état de présence, je peux juste en jouir dans le moment présent sans plus, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est énorme, ce qui est souvent une bonne partie des gens va découvrir les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience en découvrant le plaisir qu'il y a à être présent quand il mange, quand il marche, etc. Là où une spiritualité ou une mystique laïque arrive, c'est simplement un peu comme en philosophe, on se dit, c'est quoi cet état de présence, en fait? Qu'est-ce que c'est? Et puis, à force de cultiver cet état de présence, on peut découvrir qu'il est lié à des expériences de calme, de joie, etc. Et puis, un peu plus loin, on va découvrir que profondément, dans l'état de méditation, les barrières entre moi et le monde s'estompent. Et puis, petit à petit, ça va amener vers une voie, ce que les gens appellent, une approche non duelle, laquelle il n'y a plus de dualité entre moi, le monde, les autres. C'est comme ça que, d'après moi et d'après mon expérience, on peut approcher et il peut y avoir une spiritualité
laïque, qu'on n'est pas obligé de coder dans des mots religieux. Si les gens après veulent se dire que ça correspond à ce qu'ils ont dans leur religion chrétienne, hindoue, bouddhiste, musulmane ou autre, très bien. Mais s'ils sont athées, agnostiques ou autres, comme je le suis, on peut simplement se contenter de cette présence. Voilà. Merci. Dans ton parcours, est-ce que il y a quelques auteurs ou quelques rencontres ou quelques événements marquants qui te viennent à l'esprit maintenant pour illustrer ce que tu viens d'évoquer? Oui, alors les personnages, je vais en évoquer deux. Le premier, c'est Deshimaru, maître Deshimaru. C'était une très jolie histoire pour moi. J'y suis allé au hasard, c'était dans les périodes post-68 tardes, donc il venait d'arriver en Europe. Je vais voir le zen parce que je le connaissais livresque intellectuellement, mais pas du tout Puis je me suis assis dans un dojo. Et Deshimaru, c'est quelqu'un qui avait véritablement une présence. C'est-à-dire qu'il passait derrière vous en silence, vous sentiez une masse, enfin je sentais une masse de présence comme j'ai jamais senti de ma vie. Et puis après, j'ai été happé par la vie professionnelle. Pendant 15 ans, 10-15 ans, j'ai arrêté de méditer. Et un jour, j'ai trouvé un dojo par hasard à l'endroit où j'avais réaménagé. Je rentre dedans, je m'assois et j'ai retrouver, mais en un clin d'œil, la présence de Deshimaru juste derrière moi comme ça, juste en m'asseyant. Ça, c'est une expérience qui est une expérience de présence, de stabilité, comme une montagne qu'on sent d'un seul coup derrière soi et en soi. Donc c'est une expérience très forte. Ouais. Comme autre personnage, dans la pleine conscience, un contact que j'ai beaucoup apprécié, c'était dans une des formations pour instructeur, c'est John Kabat-Zinn qui, pour moi, m'a donné une impression proche de cette présence. C'est-à-dire que j'ai énormément apprécié la simplicité de ce personnage de John qui mène des méditations en disant just that, juste soyez là comme ça, c'est tout. Et avec une simplicité qui a beaucoup à voir avec le Chan, le Zen, voilà. Ça, c'est au niveau des personnages qui ont marqué effectivement dans mon activité de méditation. Magnifique. Et les ouvrages, ça va être les mêmes. Oui. Dans les expériences que tu évoques, on comprend que les émotions sont très présentes. Et on comprend aussi que quelque part les mots sont là pour rendre service, mais que l'expérience va bien au-delà des mots que tu emploies. Bien sûr. Donc ça c'est très délicat par les temps qui courent où les gens sont de plus en plus demandeurs de recettes, d'instructions détaillées, opérationnelles précises. Comment réconcilier tout ça également? Alors c'est là que effectivement c'est ce que j'ai beaucoup aimé moi dans la pédagogie de la pleine conscience, quand j'enseigne la pleine conscience, c'est que j'ai trouvé un programme dans le MBSR qui, dans la manière en tout cas dont je l'ai compris et que j'essaye de l'appliquer, qui pour moi est une maïeutique. La maïeutique, c'était l'art d'accoucher des sages-femmes de Socrate et l'art d'accoucher des sages-femmes. Et Socrate disait que la philosophie c'était de la maïeutique. Donc, je vais répondre exactement pareil. Pour moi, c'est aider les gens à accoucher d'une pleine conscience, qui est une faculté qui est déjà là en chacun. Il s'agit simplement, les mots ne sont là que pour accompagner, presque en miroir ou en harpon, aider les gens à cheminer eux-mêmes. Donc, ça sert pas à leur donner une vérité. Il n'y a aucune vérité qu'on puisse apporter aux gens. Il y a juste à les aider à cheminer, à trouver en eux-mêmes leurs réponses, etc. Donc, ça implique très vite de mettre une limite aux mots ou d'essayer d'écouter comment les gens absorbent les mots, les digèrent, avancent avec. D'accord, magnifique. Par rapport à cette expérience professionnelle que tu évoques, si je comprends bien, la posture d'instructeur de méditation de pleine conscience, c'est quelque chose de différent d'une posture thérapeutique ou même pédagogique. Oui, tout à fait. C'est à la fois différent d'une posture professorale, bien entendu, c'est pas un cours magistral. À mon avis, c'est différent d'une posture thérapeutique, parce qu'on cherche pas à avoir un lien thérapeutique, on cherche beaucoup plus cette fameuse maïeutique, cet art d'accompagner les gens dans leur démarche. Tout le temps. Alors
Ce qui est proche, c'est que la posture thérapeutique accompagne le patient dans sa démarche, hein, bien entendu. Ce qui est peut-être différent, c'est qu'on n'a pas un but qui est de vouloir régulariser, normaliser ou autre, mais de laisser la personne découvrir par elle-même, avec une confiance dans son propre processus d'autocompréhension, dévoilement de ce qui peut arriver. De connexion avec ses propres ressources. Voilà, exactement, tout à fait. Connexion avec sa propre expérience en premier, et à partir de là, avec ses propres ressources. Et peut-être sans nécessairement chercher ou encore moins trouver des réponses à toutes les questions qui émergent. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux gens quand on a des cours, en tout cas pour moi, c'est d'arrêter de vouloir avoir un objectif, d'avoir quelque chose qu'ils vont trouver et tout. C'est quand on arrête et qu'on est simplement présent que on peut soudain comprendre des choses qu'on comprenait pas ou voir émerger des choses, tout à fait. D'accord. Oui. Un des aspects liés à la méditation de la pleine conscience que j'aimerais explorer avec toi, c'est la place du langage. C'est-à-dire que si on compare par exemple le sanskrit, qui a été entre guillemets inventé pour spécialement cultiver des pratiques contemplatives, à l'anglais ou au français, on réalise à quel point le regard qu'on porte sur le monde, sur soi et sur les autres est influencé par les mots ou par le langage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le français? On fait partie d'une communauté francophone. Est-ce que on a des raisons d'en être fiers ou au contraire de s'estimer un peu à l'étroit dans ce cadre linguistique? Pour la pleine conscience, tu veux dire, ou pour Oui, pour la méditation de pleine conscience, ne serait-ce que l'appellation pleine conscience. Oui, alors plusieurs choses. Sur être fier ou à l'étroit, tout ça, ce sont des jugements de valeur qu'on va projeter sur notre propre langue. Donc, moi, je pense que le français est une très belle langue, très riche, indépendamment de tout ça. Qu'on a des problèmes pour traduire, bien entendu, hein, les mots. D'abord, pleine conscience, ça vient de mindfulness. Mindfulness, ça vient de sati et smriti. Sati, smriti, c'était en sanskrit, en pali. C'était l'un, c'était l'attention juste, et l'autre, c'était la présence. Et tout ça, ça donnait simplement le septième moyen du Bouddha de chercher l'illumination, la fin des souffrances, qui était de cultiver cette attention qu'on ramène sans arrêt au moment présent. Donc, elle a été mal traduite, à mon avis, au tout début, par pleine conscience. Varela lui-même, qui est le premier à en avoir parlé, hein, qui a fait les premières études phénoménologiques et scientifiques sur la pleine conscience, qui méditait également, a dit c'est dommage, donc il y a déjà plus de 20 ans, hein, je crois, c'est dommage d'avoir pris ce mot de pleine conscience parce que ça fait penser que c'est un état plus ou moins mystique, etc. Ça correspond pas à cet aspect de présence et d'attention juste qui est l'essence même de la méditation. Et déjà à son époque, il disait de toute façon, c'est parti, ça sert à rien de vouloir dire autre chose. Moi personnellement, quand j'explique le mot, je dis qu'il a les deux sens de pleine conscience, simplement un état existentiel, et de pleine attention pour montrer aussi que c'est un travail de l'attention qu'on ramène sans arrêt sur le moment présent. Et je préfère le mot de présence, effectivement, comme tu as dû me voir l'utiliser fréquemment, parce que ça dit à la fois le présent, l'instant, et puis l'acte de présence, d'être ouvert, présent, recentré. Voilà. Oui. Donc, et chaque langage a ses propres limites, donc et en même temps sa propre richesse. Oui. La courte histoire de l'humanité est fortement influencée, bien sûr, par des philosophes, des penseurs et des figures incontournables de la pensée francophone. Ce sont donc Rousseau, Montaigne, Descartes. Est-ce qu'on doit les remercier pour leur travail ou est-ce qu'on doit rouspéter, traverser une crise d'adolescente contre eux? Comment tu vois ça?
Eh ben, encore une fois, on doit essayer d'être en pleine conscience face à eux, c'est-à-dire ni rouspéter en se disant qu'ils sont, qu'ils étaient limités, etc., ni être admiratif. C'est difficile, hein, effectivement, d'essayer de recadrer. Moi, je pense que les trois dont tu as parlé ont chacun amené quelque chose, et puis ont chacun leur pas leurs limites, hein, parce qu'on a tous des limites, mais des aspects en même temps différents. Rousseau, hein, c'est quand même Rousseau avec la pitié naturelle. Il a dit avant ce que disent les neurobiologiques, les neuroscientifiques aujourd'hui avec leurs neurones miroirs. Hein. Oui. C'est le même état, justement, d'empathie Mm. qu'on va retrouver, que Rousseau a été le premier à diagnostiquer à ce niveau-là. Cette faculté d'empathie spontanée que chaque être humain a en soi et qui amène justement à la compassion, à la bienveillance, comme tu disais, etc. Oui. Donc ça, c'est pour Rousseau. Montaigne, c'est le premier qui a dit: quand je dors, je dors, quand je mange, je mange, quand je danse, je danse, quand je bois, je bois. C'est la définition même, hein, de revenir à chaque instant. C'est le premier à avoir fait une sagesse laïque. Donc ça, c'est un de mes maîtres aussi à ce niveau-là qui continue, hein, bien entendu. Et Descartes, son grand avantage, là où on va retrouver son aspect, c'est le premier à dire: arrêtons de tout faire par des dogmes, remettons en cause, essayons d'expérimenter en premier. Simplement, il a peut-être été un peu vite sans besogne dès qu'il s'est mis à douter. Je pense, donc je suis une substance pensante. C'est une erreur à la fois peut-être métaphysique et logique, hein, d'avoir déduit du fait que quand je pense, je suis, que je suis donc une substance pensante, et puis un être donc avec deux substances, l'âme, le corps, qui n'ont rien à voir. C'est le début du dualisme qui nous poursuit depuis plusieurs siècles. Oui. Contre, il a libéré toute la voie de juste prôner une expérience personnelle par chacun, de revenir à sa propre expérience. Enfin, il cherche la vérité plutôt que de la chercher dans les livres. Voilà ce que je serais tenté de dire. Mais ces trois beaux personnages qui sont dans la lignée, hein, effectivement. Oui. Qui commençaient avec les sceptiques grecs, pour moi, qui ont été les premiers à dire qu'il fallait se libérer des jugements, suspendre son jugement, etc. Christian, je te propose de revenir du côté de la philosophie, parce que j'aimerais explorer ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour toi une philosophie citoyenne, une philosophie engagée quelque part, au regard bien sûr de ce qu'on a discuté jusqu'à présent, hein, de la recherche d'une qualité de présence accrue, déployée plus largement. Tu peux nous dire quelques mots là autour ? Alors, la philosophie citoyenne ou engagée, je sais pas comment, c'est un vaste sujet complexe parce que ça dépend ce qu'on entend par citoyenne et puis engagée en même temps. Moi, à mon humble niveau, là où je pourrais essayer de faire une philosophie, enfin, comprendre ce terme et cet engagement, ça consisterait à dire que, justement, il s'agit de redonner aux citoyens, aux gens, leur propre espace de liberté, de choix, de citoyenneté et surtout de capacité à avancer, chercher par eux-mêmes. Donc c'est une approche très autogestionnaire, qui favorise la possibilité par chacun de trouver. Ça s'appuie un petit peu aussi sur le fait de penser, de penser que dans notre monde qui est en crise, où les réponses collectives sont assez peu audibles et assez peu crédibles, sont peut-être peu audibles parce qu'elles sont peu crédibles aussi, peut-être que le principal, c'est de revenir à essayer de favoriser une révolution intérieure, et que ce soit par cette révolution intérieure que les gens pourront petit à petit commencer, chaque petit maillon, à avancer, à faire d'autres relations avec les autres, etc. C'est plus comme ça que je vois les choses, sachant que le système, il est malheureusement très fort, très bien structuré, qui va pas changer avec un angélisme du jour au lendemain. D'autres intérêts qu'il poursuit. Qu'il faut être... Oui, c'est-à-dire que je suis totalement partisan de cette philosophie écologique, engagée dans le sens que je viens de définir,
mais je suis très réservé sur les croyances un peu messianiques que ça y est, il y a une révolution qui est en marche et que tout va changer du jour au lendemain. Parce que malheureusement, on est dans un système économique qui prône des valeurs exactement inverses de ce qu'on est en train de ce dont on est en train de parler, pardon. Et que donc, il faut prendre conscience de cet écart aussi. Et que c'est pas, on peut œuvrer à un autre niveau, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Mais ça veut pas dire que tout se transforme automatiquement tout seul. Mais si on peut, à notre niveau, participer à ce mouvement, c'est tout ce qu'il faut espérer, effectivement, bien sûr. Oui. Donc, en quelque sorte, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est qu'on est dans un environnement sociétal plutôt schizophrène, hyperactif. Ouais, et puis surtout économiquement marqué par ce qu'on appelle le capitalisme, le libre-échange, donc qui cherche le profit, qui cherche la rentabilité, qui va prôner des valeurs essentiellement d'efficacité et toutes ces valeurs effectivement, qui sont pas les valeurs qu'on découvre dans la pleine conscience, dans la méditation, etc. Donc, ouais. Mais avec une capacité de changer les choses. Oui. J'interviens en entreprise. Si chacun dans une entreprise peut intégrer des petits savoir-faire de pleine conscience, lui-même ne plus vivre le stress, ne pas tomber en burn-out, vivre les activités qu'il doit faire et puis qu'il aime souvent faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réalisent professionnellement, c'est tant mieux. D'une autre manière, qui soit pas dans un climat de compétitivité ou d'urgence, il participe aussi à changer tout ça. Et si on prend un peu de recul, quelle place tu verrais à la méditation dans cet environnement social, dans cette société contemporaine, sans non plus l'idéaliser, mais malgré tout, soyons très pragmatiques. Quelle place tu verrais à la méditation dans tout ça? Dans quel sens, tu veux dire? Dans des institutions, dans des... Oui, tu as parlé de démarches individuelles, tu as parlé d'entreprise, tu as parlé de différents contextes. Quelle place la méditation pourrait-elle occuper sans que ça devienne une panacée ou une matière de plus enseignée à l'école non plus? Bien sûr. Elle pourrait avoir de la place un peu partout, que ce soit en entreprise, dans des hôpitaux, à l'école, pour apprendre aux élèves, aux employés, aux dirigeants, aux gens qui sont malades, à faire ce fameux recentrage, ne pas se faire emporter dans le cycle de ce qui arrive. Donc elle peut avoir de la place partout. En fait, la méditation, elle est transversale, elle peut s'appliquer partout. À chaque fois, elle peut permettre de changer des choses, l'environnement autour de soi. Donc après, c'est ce que je vais essayer humblement de faire dans certaines entreprises, où ça peut amener, favoriser même de la créativité, de la recherche, etc. Mais donc, pour répondre à la question, oui, elle a un peu sa place partout sous forme d'exercice de recentrage et surtout si elle reste sous sa forme laïque, à mon avis. Parce que si elle apparaît sous ses formes religieuses ou confessionnelles, là, on va rentrer dans des conflits soit communautaristes, soit on va être taxé de développer de la propagande religieuse ou des choses comme ça. Alors, il s'agit pas du tout d'amener des vérités quelles qu'elles soient. Il s'agit juste de favoriser cette capacité de chacun à pouvoir être pleinement présent à lui. Magnifique. Bien souvent, on parle de bienveillance ou de compassion. Oui, tout à fait. Est-ce que ces dimensions-là paraissent accessibles à tout le monde? Est-ce que tu as des trucs, des recettes qui permettent de cultiver, de devenir un peu mieux compassionnel, un peu plus bienveillant, je n'en sais rien, puis quelle serait la finalité de cette démarche? Alors je souriais parce que c'est toujours
un grand débat entre des mouvements comme le zen, les tibétains, etc. C'est-à-dire soit on va se dire qu'il y a des recettes, des méditations de bienveillance, etc. qui vont permettre de cultiver cet état de bienveillance et tout. Et effectivement, ça peut exister, hein, bien entendu. Soit on va se dire, comme dans le zen, que la bienveillance et la compassion, elles se réalisent d'elles-mêmes, elles émergent d'elles-mêmes à partir du moment où on médite pleinement et où on est simplement présent. Alors, je pense que les deux sont vrais, comme à chaque fois qu'on oppose des points de vue, c'est qu'ils sont tous les deux partiels, hein, bien entendu, et que donc pour revenir un petit peu à l'expérience, moi je dirais que quand on médite, quand on prend l'habitude de méditer, mais pas pendant plusieurs années, hein, ça vient très rapidement, quand on prend l'habitude de plus se faire emporter par son flux mental, son flux émotionnel, etc., qu'on est simplement présent en soi, qu'on sent un état de calme, de présence apaisée, qui s'installe, très très fréquemment, elle va être associée à une ouverture. Et l'ouverture, on a l'impression d'un espace beaucoup plus vaste dans lequel on est, qui s'ouvre. Et cette ouverture, elle s'ouvre naturellement vers les autres. C'est pour ça que moi je dis toujours que la méditation, contrairement à ce dont on a l'impression souvent, c'est pas un exercice narcissique que je me fais plaisir ou je me regarde le nombril. Je deviens présent et par là même, peut-être que je suis plus ouvert à ce qui m'arrive par les 5 sens. Je suis plus ouvert en empathie avec les autres, plus capable de comprendre qu'ils souffrent et quelles sont leurs souffrances, qui sont pas différentes de la mienne. Hein. On partage tous le fait de devoir un jour avoir des souffrances, des maladies et mourir. Rien que ça, c'est la première raison pour laquelle on peut ressentir de la compassion. Parce qu'on a tous ce même destin, sans savoir ce qui arrive après, ni quoi que ce soit, ou alors c'est des histoires de croyances, mais ça nourrit de toute façon déjà une compassion, de savoir qu'on est tous avec le même destin dans lequel on est embarqué sans savoir non plus d'où on vient. Ça, c'est mon point de vue. Donc ça vient très naturellement par un état de présence. La bienveillance, c'est une fleur qui s'ouvre. On arrive petit à petit à un état intérieur, et puis c'est comme une fleur de lotus pour moi qui s'ouvre qui s'ouvre spontanément. Le mieux, c'est de le ressentir spontanément comme ça. Mais chacun peut le ressentir. Hein. Je suis persuadé qu'après 10 minutes où tu médites, là, au moment où tu vas rouvrir les yeux, tu vas être dans un état d'ouverture, de compréhension, de capacité d'accueillir l'autre. Et puis, on peut cultiver tout ça avec des méditations qu'on appelle les méditations de l'amour bienveillant. Moi, je fais quotidiennement une méditation de 40 minutes et à la fin, systématiquement, j'intègre 5 minutes d'une méditation de l'amour bienveillant. Ce qui permet de finir en continuant ce mouvement d'ouverture. Donc oui, il y a aussi des techniques, mais il faut que ça vienne de cœur. Si c'est simplement une prière que je raconte, c'est plus de la bienveillance. C'est une auto-suggestion. Il faut vraiment que ça vienne du cœur et que ça s'ouvre spontanément. Voilà. Oui. Plutôt au début de la discussion, tu as parlé de dualité. Oui. Tu peux nous dire quelques mots sur la dualité? Mais ça, c'est quelque chose d'assez subtil, d'assez complexe, qui peut être perçu comme rébarbatif. Hein, oh là, non, c'est pas pour oui, moi, en général, je j'en n'arriverai parle pas. pas en début, ni quoi que ce soit. On peut très bien ne jamais en parler, ne jamais y arriver. C'est une manière, parler de la dualité, moi je dirais, la première chose, c'est simplement sentir qu'on est dans une dualité dès que déjà je suis un sujet qui te regarde, qui apparaît dans l'image de la webcam. Je me dis que je vais méditer sur mon souffle, et puis je me regarde comme un scientifique qui regarderait son souffle sous le microscope. Je suis dans une dualité du sujet et de l'objet. Tant que je suis dans cette conscience qui est opérationnelle, je me pose comme un sujet extérieur et je regarde tout le reste comme un objet externe que je vais disséquer, étudier, etc. Je suis dans la dualité. Et puis les autres, je vais faire pareil avec eux. Hein. Je vais les regarder, les analyser, disséquer leur comportement. Tiens, c'est un schizophrène, c'est un paranoïaque, c'est ceci, tous les jugements. Je suis dans la dualité. Je suis moi et puis lui, il est lui. Hein. D'accord. Avec la méditation, la présence qu'on découvre, c'est déjà une présence qui passe pas par cette relation sujet-objet. Ce qu'on essaye de découvrir, qu'on verra peut-être tout à l'heure, c'est justement d'être présent au souffle de l'intérieur de soi-même. Dès qu'on médite, pour moi, on sort de l'état de dualité sujet-objet pour retrouver une
unité à l'intérieur de soi, une auto-perception interne, un auto-éveil à ce qui se passe à chaque instant. Donc c'est déjà plus de la dualité. Puis après, on peut aller petit à petit plus loin, en s'apercevant que quand je fais un body scan, que je prends conscience de toutes les parties du corps, mon corps il est pas fermé au monde. Hein. Sur les poils, je peux ressentir des sensations. Sur le bout des mains, entre les doigts, je peux sentir de l'air. Il n'y a pas de fermeture comme ça. Il y a une frontière toujours mouvante. Et profondément, il y a un échange perpétuel entre le monde et moi et le monde. Ça, c'est une approche petit à petit non duelle. Puis après, je peux peut-être voir que les autres, ils sont pas si différents de moi. Et que la Terre non plus, etc., etc. Voilà, pour faire une petite introduction à ce qu'on appelle sortir du monde de la dualité, où chacun est un petit atome isolé, et puis découvrir qu'il y a peut-être une non-différenciation, une non-différence, et que les frontières sont pas aussi nettes que ça. Ben oui. Une autre difficulté pour moi, liée à la méditation, à la pratique de la méditation, c'est la notion de l'instant présent. Ouais. Très souvent, on a tendance à considérer que c'est juste là maintenant. Tu peux nous en dire quelques mots aujourd'hui en 2016? Bien sûr, c'est le grand paradoxe de la méditation de pleine conscience qui invite à se recentrer sur l'instant présent, hein, puisque philosophiquement on dit toujours l'instant présent il n'existe pas, puisque dès qu'il est là il a déjà glissé dans le futur et dans le passé, et puis dès que je vais me dire que je vais me recentrer dessus, il est dans le futur, il n'est pas là, et donc il est sans arrêt dans cette frontière glissante entre quand je prends l'optique justement de la chronologie, on a l'impression qu'il est jamais là à l'instant présent. Donc, se recentrer dans l'instant présent, c'est vrai que c'est un paradoxe, mais il y a deux approches par l'expérience que j'ai trouvée. C'est à la fois c'est une approche que Kabat-Zinn dit très bien, qui est toujours recentrer votre respiration juste sur ce qui se passe à chaque instant. Vous allez voir, à chaque instant, c'est différent. Vous allez sentir une sensation, vous allez sentir chaque fois, chaque seconde est un instant en soi. Essayez d'habiter pleinement chaque seconde qui passe telle qu'elle est, sans la juger, sans passer dans le futur, etc. Ça, c'est une première approche qui, en quelque sorte, recentre et morcelle presque en disant de redescendre sur chaque seconde, chaque instant. Puis la deuxième approche, qui est plus dans le zen bouddhiste et tout autre, mais qui est totalement complémentaire, c'est d'assister sur la continuité. Sentir que chaque moment est inclus comme dans un fleuve qui vient, qui passe, des métamorphoses, des changements perpétuels. Donc à partir de ça, se recentrer sur l'instant présent, ça veut pas dire que je suis un bovin qui se recentre et qui broute son herbe sans penser au futur et sans rien, pas du tout. Ça veut dire que je suis pleinement présent au moment que je suis en train de vivre dans ce flux, dans cette continuité de la vie, dans ce continuum de la vie. Je sais pas si c'est clair, si ça peut près. Oui. Ça me fait penser à une prise de position très ironique de Joseph Goldstein qui disait voilà, ce serait intéressant de compter le nombre de prises de conscience par minute. Oui, c'est joli. si vous prenez conscience de l'instant présent une fois par jour, c'est un début. Voilà. Et forcez-vous d'aller vers plus. Oui, tout à fait. Parce que c'est ce paradoxe, effectivement. Oui. Et on gagnerait quoi, entre guillemets, si on devenait des athlètes de la prise de conscience par minute, on gagnerait quoi au final? Alors, on gagnerait rien du tout, parce que dès qu'on se transforme en athlète, on perd tout. Oui, voilà. On perd sa présence, justement. Il s'agit pas de devenir un Superman de la pleine conscience, d'être un athlète le plus possible. On va comptabiliser, comme tu dis, tous les moments. Puis on pourrait même imaginer, c'est une montre qui ferait comme quand je marche, hein, qui calculerait tous les moments de pleine conscience dans une journée. C'est pas de ça qu'il s'agit, justement. Et il n'y a pas si je suis dans cette démarche, non seulement je gagne rien, mais en plus de ça, je suis à côté de ce que signifie la pleine conscience. Puisque la pleine conscience, c'est de ne pas avoir de but, de ne rien chercher comme objectif, juste de se sentir vivre, c'est tout. Ouais. Donc, se sentir vivre, ça peut durer, chaque instant est un instant d'éternité dans ce sens-là. Quand je suis pleinement présent, Mircea Eliade expliquait, c'est ce qu'on appelle un présent vertical.
On n'est plus dans on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans ce fameux fleuve qui coule. Je suis pleinement présent, recentré en moi. C'est une présence. Sort du temps, en quelque sorte. Ouais. Ça peut être de temps en temps, ça peut être souvent, ça peut être... Peu importe. Je pense à un haïku de Anne Perrier, hein, que j'oublie seulement en passant de saluer une fleur et le monde s'effondre. Ouais. Ouais, c'est joli, c'est joli. Donc, elle nous invite à rendre hommage à chaque fleur que l'on croise en chemin. Et puis aussi, bien sûr, peut-être plus ambitieux, mais néanmoins à chaque personne. Oui, tout à fait. Et sans aucun doute, les proches autour de nous percevront cette qualité de présence accrue. Bien sûr, tout à fait. Mais, encore une fois, c'est sans en faire un programme, un objectif. Oui. Parce que ce qui est très beau enfin pour moi, dans ce qu'on découvre quand on médite, c'est que petit à petit, ça va transformer la relation aux autres. Ça va imber le quotidien d'un autre type de présence. Oui. Mais ouais. On va prendre un peu de distance par rapport à cette dimension-là pour considérer la dimension sociétale, je dirais plutôt. On est témoin d'un certain engouement vis-à-vis de la méditation en général et de la méditation de pleine conscience en particulier. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est une vague de fond? Est-ce que tu as quelques idées qui permettent de comprendre ça? Et puis, dans quelle direction? En gros, on est en 2016. Quelle serait la vision que tu aurais de la place de la méditation osons en 2026? Oui, en 2026, fidèle à ma docte ignorance, je n'en sais strictement rien. Parce que tout ce qu'on peut imaginer, c'est une projection mentale. Donc on peut faire le meilleur des mondes de Huxley ou le 1984 de Orwell. Ça, ce sont des histoires qu'on se raconte. Qui sont des belles histoires ou des histoires terrifiantes. Donc, on peut œuvrer au quotidien, comme je dis toujours et comme je reviens toujours à cet aspect. J'espère que ça continuera. La pleine conscience, oui, c'est un effet de mode indéniablement, bien entendu, qu'il y a un effet de mode, surtout en France depuis 5-6 ans, où on reçoit et où ça se développe énormément, alors que ça existe depuis longtemps dans les pays anglo-saxons. Donc il y a cet effet de mode, mais tout effet de mode de toute façon sera appelé à un moment donné à s'éteindre ou à se diluer, et c'est tant mieux. Ça permettra de retirer les gens qui viennent que parce que c'est à la mode et tout, ou de retirer des motivations qui sont pas des motivations profondes. Donc c'est pas gênant que petit à petit l'effet de mode disparaisse. Ce qui est important, c'est ce qui se joue en dessous. À mon avis, ce qui se joue en dessous, c'est cette capacité de retrouver une voie de sagesse, encore une fois, qui soit laïque et non confessionnelle. Je pense que c'est ça la grande profondeur, richesse de la pleine conscience, et ce qu'elle peut apporter à notre contemporain, qui est en crise religieuse, avec des fanatismes de tous les côtés. Alors j'espère que ce ne sera pas les fanatismes qui gagneront, et que petit à petit, on verra qu'on peut approcher certaines dimensions sans être obligé d'être engagé dans un mouvement, dans un fanatisme, dans un extrémisme, etc. Donc, mais je sais pas ce qui se passera demain. J'apprécie beaucoup. Ça relativise et cependant, c'est tout à fait pertinent. Ouais. Oui, et puis ça empêche pas de se mobiliser pour faire en sorte d'avoir envie que ce à quoi on participe, ces valeurs de solidarité, de bienveillance et tout, de présence, se développent le plus possible, bien entendu. Oui, c'est ça, un message très puissant dans la mesure où le changement il s'opère depuis l'intérieur jusque autour de nous. Exactement. Mais ne soyons pas messianiques à notre tour, en faisant une bonne nouvelle, un nouveau royaume de Dieu qu'on va amener sur se transforme à nouveau en personnage religieux, en gourou ou en ce qu'on veut. Voilà. Merci beaucoup Christian pour nous rendre attentifs à toutes ces dérives possibles, à toutes ces croyances, pour poser de manière très tranquille mais très puissante, très calme, très simple,
des repères qui peuvent aider chacun à cheminer au contact de pratiques méditatives. Si. Et peut-être tu souhaites partager, nous accompagner dans une de ces pratiques? Oui, tout à fait. Je sais pas combien de temps on a. 10-15 minutes? D'accord, ce qui serait... on peut prendre 10 minutes et puis laisser 10-12 minutes et puis laisser un petit peu juste un petit commentaire après, ou tu préfères qu'on laisse tel quel et qu'on finisse sur la méditation comme tu veux? Très bonne idée de conclure par un commentaire, D'accord. quelques remarques sur l'expérience. Ok. Alors, je vais vous demander tout d'abord, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, de vous mettre en posture de méditation. La posture est importante simplement parce que votre posture physique conditionne votre mental. Donc, si vous êtes devant un ordinateur, une télé ou autre, vous vérifiez simplement d'être bien assis sur votre chaise, d'avoir les jambes écartées de la largeur du bassin à 90 degrés. Vous pouvez laisser les mains entre les genoux et les cuisses. Puis, vous pouvez fermer les yeux ou laisser les regards mi-clos descendre le long du nez, mais ne pas fixer mon visage, c'est ce que je vous conseille pour mieux vous recentrer en vous. Quand vous recentrant sur votre posture, ici et maintenant, à l'endroit où vous êtes assis, ressentant le contact de vos pieds avec le sol, le contact du fessier avec la chaise, la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur vers le ciel, les épaules détendues, souples, mâchoire décontractée. Puis en vous recentrant sur votre état intérieur du moment, quelles sont les sensations physiques que vous ressentez actuellement dans le corps? À quel endroit? Sensations agréables, désagréables ou neutres? L'état affectif, émotionnel dans lequel vous êtes? En utilisant un mot ou deux, ça peut être par exemple calme, curiosité, impatience ou autre. Quels sont les jugements qui passent actuellement? En notant s'ils vous emportent plutôt vers le futur après cet exercice, vous ramènent au passé avant l'exercice, ou si c'est des jugements critiques sur l'exercice ou sur autre chose. Dans ce cas-là, vous prononcez intérieurement passé, futur, jugement, et vous décidez de revenir dans le moment présent, dans vos sensations actuelles, dans le corps, à chaque instant. Donc après ce premier moment de recentrage dans son corps, dans sa posture, vous allez maintenant pouvoir porter toute votre attention à votre souffle naturel. Simplement sentir les sensations du souffle à l'inspiration, puis les sensations du souffle à l'expiration. Sans analyser votre souffle de l'extérieur, comme si c'était un objet que vous regardiez sous le microscope, mais en retrouvant le contact avec votre souffle de l'intérieur, cette présence intuitive à soi, présent à chaque inspiration, ce que vous ressentez dans le corps, lorsque le souffle passe, puis à l'expiration, les sensations dans le corps.
sans chercher non plus à rendre votre souffle régulier, long, profond ou idéal, en lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Votre souffle sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps. Vous pouvez lui faire confiance, lâcher prise, et juste accompagner avec une curiosité bienveillante chaque inspiration, puis chaque expiration. Chaque inspiration unique, différente de celle qui précède, qui suivra, plus courte, plus longue. Chaque expiration tout aussi unique. En laissant le souffle trouver son rythme naturellement, s'apaiser. Juste présent dans un état de présence à ce souffle, à chaque inspiration, chaque expiration. Puis vous reposant pour finir les 3 questions du début, ce que vous ressentez physiquement maintenant dans le corps, à quel endroit? Ce que vous ressentez émotionnellement, votre état affectif du moment. Observant les pensées qui passent, en les laissant passer, sans les suivre. Et vous apprêtant à revenir au monde extérieur lorsque vous entendrez les 3 coups de clochette, gardant cet état de présence et réintégrant l'ensemble de vos 5 sens, votre regard. Voilà, donc juste un tout petit commentaire, peut-être, juste c'est pour illustrer à la fois comment la méditation, on va partir souvent ailleurs, vous êtes peut-être parti ailleurs, d'autres pensées, d'autres choses. C'est tout à fait naturel, l'esprit est fait comme ça, pour être toujours sollicité par les alarmes qui arrivent, etc. Vous revenez au souffle, puis vous repartez, vous revenez petit à petit, à force d'apprendre à revenir à ce souffle, à la présence, celle-ci s'installe plus durablement et vous avez peut-être cette expérience de présence, d'être juste présent dans l'instant sans être ailleurs. Merci beaucoup pour cette pratique guidée. Oui, merci. On a vu à quel point la pratique était incontournable, tout autant que l'expérience plus théorique, je dirais, ou la richesse du regard. Voilà, donc Christian, je te remercie beaucoup pour partager avec nous ces repères. Eh ben, je te remercie beaucoup aussi, Jean-Philippe, parce que c'est vraiment une très belle initiative que ces 30 personnes qui vont montrer autant de facettes. Ce qui est important, c'est que ce soit des facettes différentes et que les gens découvrent qu'à travers des facettes différentes, c'est à la fois la même chose et toujours différent. Toujours autre chose et d'autres manières de le vivre. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci bien.